quand la nuit fit place au jour, quand le jour fit place à la nuit. Je retrouvai mon collaborateur Jean, attablé dehors, sur la petite place qui fait face à l'entrée des ministres, quand ils viennent à l'Assemblée nationale, les jours de questions au gouvernement ou pour défendre un texte de loi. La place est petite mais la porte d'entrée des ministres est bien grande. Tout un symbole. À peine le temps de commander un café que Jean, habituellement d'un calme remarquable, se lance, presque fiévreusement, dans un exposé un peu scolaire de la situation. Me connaissant suffisamment, il s'est plongé dans l'histoire du pays pour anticiper mes questions et c'est comme cela qu'il me présente l'affaire. Monseigneur Kpodzro, celui de l'appel, une vie au chevet du Togo. Très atypique. Un homme pieux qui est sur terre pour aider les malheureux. C'est un religieux mais il est très construit politiquement et intellectuellement. À mon avis, il ne pouvait pas réfréner son enthousiasme à l'écoute de ce discours du 7 avril 1960. Sylvanus Olympio, président de la République autonome proclamait alors solennellement, à minuit, l'indépendance du Togo. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Excellences, mesdames, messieurs, le grand jour tant souhaité est enfin arrivé. Notre pays, le cher Togo, qui depuis 1884 a été successivement protectorat allemand, condominium franco-britannique, territoire sous tutelle de la France, retrouve en ce jour du 27 avril 1960 sa liberté d'antan. De ce moment et à jamais, affranchi de toute suggestion, de toute entrave, maître de son destin, maître de ton destin, cher Togo, mon cher pays, te voilà libre enfin. Au nom du peuple togolais, je proclame solennellement l'indépendance du Togo, notre patrie. Magnifique, non? Lança Jean, l'œil malin et interrogatif. Sylvanus Olympio sera assassiné moins de 3 ans plus tard en 1963. La même année que Kennedy. Tu te rends compte? Le début, un passage de la Bible? Pas la moindre idée. Attends, je regarde sur mon smartphone. Abandonnant Jean pianotant à la recherche d'une réponse sur Internet, je regardais maintenant flotter les drapeaux français bleu blanc rouge de part et d'autre de la grande porte de l'Assemblée nationale. J'en sais que dans ces moments-là, j'ai comme une absence, je pars dans une sorte de rêverie à mi-chemin d'une construction politique et d'un sentiment romanesque. Réfléchir. Je crois qu'il commanda un autre café. Je me souviens de ces drapeaux et du sentiment de malaise qui m'animait, moi représentant de la nation française. Et si les malheurs du Togo étaient notre responsabilité, ma responsabilité? Ma curiosité était aiguisée. Mon devoir me commandait d'enquêter d'abord, d'essayer d'agir ensuite. Une chose me paraissait évidente, 60 ans après le discours de proclamation de l'indépendance du Togo, tout restait à faire. La façade voulait faire croire à un quotidien radieux mais le peuple togolais n'était pas libre. Pas libre du tout. Et il le savait. Ce sentiment se mêlait à un autre très fort, la manière dont la France, et avec elle l'Union européenne, gérait les questions migratoires. Un non-sens évident. Une impasse. Comment ne pas voir que les enfants du Nord Cameroun vivant dans une misère terrible au cœur d'une zone ultramilitarisée mais faite d'insécurité tombaient si facilement dans les bras de Boko Haram? Quand un enfant n'a rien à manger, pas d'école pour l'instruire ni l'occuper, les chefs de milices armées ont un terrain de recrutement si facile. Comment ne pas voir que les camps de migrants au milieu de nulle part dans cet immense Sahel, mi-abri, mi-prison, offrent également une main-d'œuvre idéale pour les guerriers du coin? En ne comprenant pas que le Sahel avait besoin d'écoles pour ses enfants et d'un soutien réel aux populations victimes de la misère, la France s'était finalement enlisée dans presque toute l'Afrique francophone. En fermant les yeux sur toutes les pratiques inavouables, sur tous les trafics, la France s'est effacée, ne laissant que quelques mauvaises traces indélébiles. Les Togolais savaient cela. Passer à ce point à côté de l'histoire, de son histoire, pour un pays est surprenant. Mettre toute son énergie pour que cela se fasse à bas bruit,
que les Françaises et Français l'ignorent ou soient en position de ne pas pouvoir réagir, est machiavélique. J'avais eu récemment un échange avec un franco-togolais, son propos était acerbe, la France vampirise les Togolais de Lomé, au nom de sa soi-disant capacité à faire régner l'ordre et la sécurité, aidé par quelques voyous qui se sont imposés par la force et la traîtrise comme chef du pays. Et à ceux qui voudraient fuir, le berceau des droits de l'homme organise tous les sévices possibles pour que ceux qui tentent leur chance comprennent qu'ils sont et resteront des esclaves à la merci du drapeau français. J'avais trouvé le propos exagéré. Je redoutais maintenant de découvrir un triste réel conforme à cette description. La nuit est très longue et l'on se demande quand viendra le jour. Pour autant, faut-il l'attendre confortablement avec la meute, la pitance servie par le ministre des Affaires étrangères, ou bien vaut-il mieux chercher un peu de lumière sur un chemin qui s'annonce encore une fois bien esselé? Pourquoi le Togo? Le 20 avril 2020, les Françaises et Français connaissent leur premier confinement, le plus strict, depuis le 17 mars en raison du Covid. À cette date, je suis député indépendant de la République française. Être parlementaire? Un honneur, une mission difficile voire impossible, une sorte de sacerdoce que je me suis promis de ne pas tenter de conserver plus de 5 ans, pour ne pas tourner vinaigre comme la plupart de ceux qui s'installent trop durablement aux manettes du pouvoir. La pire des addictions. Montesquieu écrivait jadis que « tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ». Je ne suis pas plus malin qu'un autre, peut-être un peu plus résistant mais qui peut dire pourquoi des gens de valeur sombrent totalement avec le pouvoir? J'ai posé mes limites pour éviter de sombrer. Voilà 3 ans que j'exerçais mon mandat en essayant de ne pas trop flancher ni me faire happer par les ors de la République et les potentiels délices et repos qu'offrent les salons des ministères. Il faut savoir dire non, ce qui détonne dans ce milieu est fait de vous un vilain petit canard, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Je dis cela parce que dans un pays comme le Togo, savoir dire non vous mène au minimum à connaître quelques séjours de prison, pour le meilleur, un destin tragique bien souvent, pour le pire. En avril 2020, c'est peu de dire que le moment est difficile, à la fois parce qu'on décompte nos morts de ce satané virus et que l'incertitude de l'avenir n'a jamais paru aussi grande. Le territoire français est assez désorganisé, avec ses 1001 problèmes quotidiens surgissant à résoudre. Pour le plus grand nombre, ce moment particulier est l'occasion de reprendre conscience des choses simples, des besoins primordiaux de la vie. Se ravitailler, manger, se sentir libre dans cet enfermement à domicile, trouver des moments de convivialité quand tout invite au déséuvrement et à l'abandon. Les Français à l'étranger, désireux de rentrer au pays, accaparent le ministère des Affaires étrangères ainsi que les représentants de la nation qui, comme moi, sont membres de la Commission des Affaires étrangères. Enfin côté ministère, on a plutôt l'impression que les citoyens sont laissés pour compte et que les grands manéuvriers du Quai d'Orsay profitent du semblant de chaos mondial lié à la crise du Covid. Une temporalité parfaite pour faire passer en douce ce qui aurait pu faire la une des médias. L'activité parisienne de l'Assemblée nationale tourne au ralenti et laisse un temps libre inespéré pour approfondir les sujets qui tiennent à cœur, pour dépasser le travail superficiel qu'impose le rythme effréné habituel, bref, pour faire tout ce qu'on devrait faire mais que, pauvre humain toujours débordé, on repousse sans cesse aux calendes grecques. Au contact brûlant de plusieurs situations dramatiques du Yémen au Cameroun où j'ai pu saisir à quel point la machine politique du pays des droits de l'homme est oublieuse des femmes et des hommes qui souffrent ou qui luttent pour quelques centimètres carrés de liberté. J'ai également un bagage lourd d'exemples d'un pouvoir exécutif totalement sourd aux évidences. Le réel ne l'atteint pas. Le comble de la politique. Passablement énervé par mes propos et mes initiatives parlementaires alors que j'appartenais encore à la majorité présidentielle, un conseiller diplomatique du Premier ministre tempêta un jour de rendez-vous. « Monsieur le député, sauf votre respect, vous ne pouvez rien comprendre aux affaires étrangères, vous n'y comprendrez jamais rien et vous devez vous contenter d'être le porte-voix du gouvernement, ça sert à ça un parlementaire, à rien d'autre. » La conseillère parlementaire et le chef de cabinet militaire du Premier ministre qui participaient à cet échange à 4 se contentèrent d'acquiescer. Pour faire court, le pouvoir exécutif en France est convaincu qu'une fois l'élection présidentielle remportée, l'onction démocratique lui est donnée par le peuple, et par conséquent plus rien ne doit se mettre sur son chemin. Ses décisions sont bonnes par nature et nul ne saurait les contester ou simplement diverger car incompétents. Les parlementaires sont incompétents, les citoyens sont incompétents. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple cher au président américain Abraham Lincoln n'est pas à la mode en France. Ce petit éclairage s'adresse aux Français comme aux Togolais dont le modèle institutionnel a été calqué sur celui de la France.
Le présidentialisme est en France comme ailleurs toujours très tenté par l'autocratie. En matière d'affaires étrangères, personne ne doit critiquer la décision française, bonne ou mauvaise. Depuis des mois, je scrute avec attention la manière dont mon pays, en particulier le ministre des Affaires étrangères ainsi que les gros acteurs économiques se comportent en Afrique. Assez peu de gens, en France ou ailleurs, savent qu'un parlementaire ne fait pas que voter les lois. Une prérogative essentielle conférée aux députés par la Constitution française consiste à contrôler l'action du gouvernement. Contrôler signifie pour un parlementaire de vérifier la régularité, l'exactitude, la validité, la qualité, le bon fonctionnement du gouvernement au vu de ses engagements et des lois du pays. Quand on est commissaire aux affaires étrangères, c'est donc tout naturellement qu'on devrait se soucier de la parole publique, des engagements du gouvernement, du respect des traités et accords internationaux et plus généralement du comportement de tous ceux qui portent avec eux un morceau de France, aussi petit soit-il. Par exemple, la Constitution française, cette loi des lois, commence par ces mots. Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique. Dans les faits, tout cela se passe autrement et la plupart des parlementaires se détournent des problèmes que pose l'adoption de comportements en adéquation avec l'épine dorsale de la Constitution française. Ils préfèrent la figuration, la communication, leur photo en une, ici ou là, qui élargira leur aura, fera connaître leur sourire de premier de la classe ou améliorera à terme leur porte-monnaie. Les parlementaires français n'ont pas la bonne boussole, à quoi s'ajoute que le Parlement ne peut exercer un contrôle réel et effectif que si la plupart de ses membres de la majorité ou pas, s'accordent collectivement sur ce principe premier, un élu de la République contrôle le pouvoir exécutif avec sincérité. En résumé, l'équilibre des pouvoirs, garant d'une démocratie saine et vivace, ne peut être atteint que s'il s'agit d'une priorité, d'une volonté affirmée des parlementaires. Ce n'est pas la situation de cette législature, la République en marche, qui durera de 2017 à 2022. Des mollusques accrochés fermement à leur rocher qu'ils considèrent comme un trésor, un bien acquis définitivement, sans mesurer qu'ils s'enfoncent dans le sable. Des parlementaires qui ne savent pas que leurs ancêtres se sont battus pour autre chose, qui ne savent pas qu'en bien des points du globe, on aimerait user de cette liberté mais qu'il en coûte tant que cela n'est pas possible. Qu'à cela ne tienne, j'essaie contre vent et marée de tenir à la lettre le rôle qui m'a été confié par les citoyennes et citoyens qui m'ont élu. L'ignorance est un fléau. Assez peu de gens, en France ou ailleurs, savent comment se comportent les grandes démocraties occidentales, encore aujourd'hui, avec les pays d'Afrique pas suffisamment solides pour résister aux mauvaises influences étrangères. Le rapport à l'Afrique est plein de paradoxes, considéré comme le continent de la pauvreté, les puissances étrangères se livrent à une compétition criminelle pour s'emparer de ses richesses. Le monde politique et industriel utilise toujours le prisme médiatique de la même manière, un incident permettant de souligner les travers de l'immigration ou le dernier coup d'État militaire, un acte barbare d'un groupe terroriste font la une, avec en toile de fond une sorte de condescendance pour ces peuples d'Afrique, quand ce n'est pas du racisme, en prenant bien soin de les enfermer dans la fatalité du malheur. Après quelque temps de concertation plus ou moins fin, c'est sûr, il faut intervenir là-bas. On se donnera bonne conscience derrière une aide multiforme pour les sous-développés, médiatisés tant que possible, pendant que les vatés en guerre aux premières loges et les industriels sans scrupules se hissent discrètement dans le jeu. Un cercle international infernal bien huilé. Au-delà du contrôle de l'action du gouvernement qui fait partie de mon rôle de parlementaire, une aide à la compréhension et un nécessaire éclairage sur ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée est également devenu une évidence. Les citoyens français ne savent pas comment se développe l'Afrique, ne mesurent pas les dynamiques extraordinaires et très diverses du continent et ne comprennent pas que leur quotidien de demain se joue là. Regarder l'Afrique telle qu'elle est et telle qu'elle se transforme n'a rien de facile pour un politique français, le miroir tendu sur les pires désastres que le drapeau tricolore a provoqué aveugle ou fait détourner le regard. La patrie de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne parvient pas à réaliser cet exercice nécessaire, indispensable, tirer les conclusions d'un inventaire honnête de sa présence en Afrique. C'est peut-être difficile à admettre mais feindre l'ignorance ne rend pas service quand des dizaines de milliers de Camerounais, de Malgaches,
de Marocains ou de Sénégalais ont été massacrés par la France dans la période des indépendances, sans parler de l'Algérie et de tous les pays du continent africain dont l'histoire n'a pas encore révélé ces horreurs. Il faudra bien un jour que le peuple de France regarde les yeux ouverts son passé africain. La seule lecture de Camerin, ce livre de Thomas Deltombe, Manuel Doumergue et Jacob Tachicha et mettant en lumière les dégâts français dans le pays des lions indomptables pendant la période précédant l'indépendance du pays devrait être rendue obligatoire pour toute personne ayant une responsabilité publique vis-à-vis d'un pays de la région du Cameroun. Il faudra bien un jour que les responsables politiques français adoptent un discours de franchise et lèvent le voile qu'ils ont posé sur la part sombre du pays des Lumières. En attendant, député sans renommée que je suis et sans porte-voix, je me consacre au présent. Parmi les dossiers parlementaires que j'observe avec attention se trouvent les temporalités électorales en Afrique. Comment va la démocratie par le monde? Que fait la France pour que cet idéal s'étende? Fait-elle quelque chose au moins? Bien sûr que la démocratie ne consiste pas seulement en un vote, une soirée électorale et ses résultats. Il ne s'agit pas seulement d'observer le jour de l'élection jusqu'à la proclamation des résultats mais d'un regard posé sur la situation politique du pays qui va à minima des débuts de la campagne jusqu'à l'élection présidentielle et ses lendemains. Je suis historien. Certes, ma thèse de doctorat balaie le Moyen Âge, une période éloignée de notre monde qui croit que tout va vite et que le temps s'est accéléré, mais elle interroge les phénomènes de conflit et de violence, sujet malheureusement intemporel. Rien de directement empruntable à mes travaux universitaires si ce n'est la méthode, je préfère les explications raisonnables, argumentées et au long cours, qui ne sous-estiment pas la complexité des faits, du pouvoir et des hommes. En particulier, je n'adhère guère aux analyses qui trouvent toutes les explications du jour dans ce qui s'est passé pendant les 24 heures précédentes. Quand vient l'élection présidentielle du 22 février 2020 au Togo, ce n'est ni avec un regard instantané ni une compréhension naïve des faits que je vois le candidat victorieux du scrutin, Agbeyome Kodjo, se faire voler sa victoire par le président en place, Faure Gnassingbé. Aucun étonnement quand le candidat de la DMK Agbeyome Kodjo me racontera comment le président Gnassingbé, agrippé à son confortable fauteuil, lui enverra 2 émissaires afin qu'il accepte publiquement le « hold-up » contre le poste de Premier ministre et une valise pleine de billets. Comment expliquer cette victoire des armes sur celle des urnes? Comment se fait-il que lorsque toutes les Togolaises et Togolais, tous les politiques, tous les militaires, tous les diplomates savent la vérité, celle-ci n'éclate pas au point de mettre à sa place de président de la République Agbeyome Kodjo? Ce sont les questions que je me suis posées dans les jours qui ont suivi l'appel au secours de Monseigneur Kpodzro. Ce sont les questions que j'ai essayé de poser à mon gouvernement, aux parlementaires aveuglés par leurs chefs rayonnants, à quelques responsables politiques européens. Un peu moins de 2 mois après le jour du scrutin, la situation critique dénoncée par l'archevêque émérite de Lomé indiquait que l'épisode électoral était clos. Les péripéties d'Agbeyome Kodjo étaient loin d'être terminées à l'heure où j'écris ces lignes, les mauvais coups continuent de pleuvoir à son encontre mais la possibilité qu'il obtienne justice et prenne la tête du Togo dans la suite immédiate de l'élection, selon les principes démocratiques les plus élémentaires, était anéantie. Deuil démocratique provisoire. De l'indépendance du Togo en 1960 jusqu'à cet énième épisode d'élection présidentielle de février 2020 qui moque tous les démocrates du monde en passant par l'assassinat de Sylvanus Olympio en 1963, qu'est-ce qui cloche? Une malédiction, un pays sans ressources, un manque d'élite formée, une violence naturelle incompatible avec les règles du jeu démocratique? Ou bien, comme j'ai pu l'entendre à plusieurs reprises, parmi les arguments de politique ou d'industriels français au relent raciste, tu sais les Africains, c'est comme ça a toujours été comme ça, ne va pas t'user pour eux, d'ailleurs eux, ils ne se fatiguent pas non plus. Aucune de ces explications ne permet de comprendre pourquoi Agbeyome Kodjo vit clandestinement, enfermé dans son pays, pour avoir osé braver la dictature dans le respect des règles du jeu démocratique. Aucune de ces explications ne répond à ces Togolaises et Togolais, pour beaucoup dans la misère et qui avaient misé sur ce candidat, justement parce qu'ils décelaient en lui un homme doué de cœur et de raison. Aucune explication avouable. La temporalité inédite du Covid m'a permis de me plonger de manière fine, précise sur les relations du Togo et de la France, et à la fin, être en mesure de juger d'une situation en connaissance de cause. Qu'a fait la France pour la démocratie togolaise? Qu'a fait la France pour la dictature togolaise? Qu'a fait la France pour répondre à cet appel brûlant de Monseigneur Kpodzro?